Mesdames et messieurs, merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord saluer et remercier mon cher ami le docteur Fidel pour son invitation et être très content d'être là parmi vous pour discuter avec vous de pathologies courantes et peut-être qui peuvent apporter quelques éclairages à l'issue de cette présentation. Bien, pas de conflit d'intérêts, 4 volets dans cette présentation. J'ai choisi de parler du ronflement. On m'avait demandé aphthose et halitose. J'ai choisi ronflement, on va voir pourquoi, c'est intéressant. Secondo, les otites, quel cadre nosologique. Je ne pense pas pouvoir m'appesantir parce qu'en 20 minutes, pensez bien que c'est juste un survol, mais c'est certainement plus des messages et certainement des discussions que l'on va voir après dans la salle. Enfin, on va voir la litose, pourquoi ça sent mauvais dans la bouche, et enfin, quid de l'aphthose. Bon, pour parler du ronflement aujourd'hui, rappelez-vous que... pourquoi tout cela? Tout cela parce que très souvent, on a des enfants qui sont adressés par nos référents, nos amis pédiatres, et ils informent bien le patient et les parents surtout que l'enfant ronfle à cause des végétations. On est très, très embêtés parce que quand on regarde dans ce qui se passe dans la cavité buccale, on trouve des amygdales énormes. Et je pense, voilà le but aujourd'hui de ma présentation. Là encore, pourquoi l'enfant ronfle? Il faut comprendre que l'enfant, quand vous le bouchez le nez, c'est ce que font les végétations, il ne devrait pas ronfler. Parce qu'un adulte, quand vous lui bouchez le nez, il ronfle. Il y a une différence entre l'adulte et l'enfant. Chez l'enfant, la liberté des airways commence par la fosse nasale. Ensuite, l'air passe de la fosse nasale vers la coane en arrière, puis va aller derrière le voile, puis enfin finir dans l'oropharynx pour passer dans l'arbre respiratoire. Rappelez-vous ce passage fondamental de l'airway par l'oropharynx. Or, quand vous avez un oropharynx complètement bloqué par de grosses amygdales, il est clair que si vous enlevez les végétations, vous ne réglez pas le problème de l'enfant. Chez l'adulte, il y a, au-delà du squelette crânio-facial et du tissu muqueux et lymphoïde que vous avez en commun avec l'enfant, vous avez toutes les structures vibratoires que l'enfant n'a pas, parce que rappelez-vous, les fibres élastiques et collagènes sont là, et les tissus sont bien tendus. Chez l'adulte, à partir de 40 ans, on va dire, il y a un relâchement des structures avec une petite modification liée à l'avancée dans l'âge, et vous allez perdre un peu de la tension des tissus, et ce qui explique la vibration, et ce qui explique forcément le ronflement. Bien, alors pourquoi il ronfle? Soit que l'enfant a le nez bouché, et c'est la rhinite, toutes les formes de rhinite on peut en parler, soit le cavum est bloqué, et donc c'est tous les tissus lymphoïdes, en l'occurrence les végétations adénoïdes. Quand l'oropharynx est étroit, il faut regarder s'il n'y a pas présence de tissus lymphoïdes, notamment des amygdales obstructives ou même confluentes. Et rappelez-vous cela, s'il vous plaît, c'est très très important. Parce que vous savez, vous avez vu l'enfant, vous l'avez mis en naissance, vous avez vacciné, vous avez une relation qui est extrêmement particulière avec l'enfant, ce qui se comprend. Vous êtes le pédiatre de l'enfant et de la famille. Alors que quand il arrive et que le pédiatre a dit qu'il faut enlever les végétations, n'allez surtout pas dire le contraire, c'est comme parole d'évangile, c'est très compliqué pour nous de rectifier et de dire que les amygdales ici font bien évidemment partie de ce qu'il faut faire quand vous voulez rétablir. Alors, on peut lire, et toutes les lectures ici s'accordent sur ce que je vais vous dire, toutes les références sont là. Il n'y a pas de grosses avancées dans la prise en charge de l'amygdale obstructive chez l'enfant, mais sachez qu'il y a 2 grandes indications, et la première indication d'amygdalectomie est certainement celle des amygdales confluentes, obstructives, et qui va bien sûr au-delà de l'infection qui arrive au second plan. Regardez ici cet enfant, chez cette hypertrophie amygdalienne, regardez, je ne sais pas, vous n'avez pas le son ? Rien, il ne se passe rien. Pendant quelques secondes, voilà. Et l'enfant, un petit battement des ailes du nez, vous voyez, hop, et il reprend. Vous voyez, une petite apnée de quelques secondes. Alors, vous êtes bien au courant, bien sûr, de tout ce qui se passe dans le sommeil de l'enfant quand le sommeil est perturbé. Donc attention, les idées reçues sont là. Alors,
tout le monde s'y met, hein, tout le monde s'y met. On a pris notre bâton de pèlerin, on a fait plusieurs interventions. D'abord, la première, c'est attention, ne touchez pas l'enfant avant 6 ans. Et je vous assure, on a vu des enfants dans des états de torpeur, avec des amygdales qui, quand vous ouvrez la cavité buccale, manquaient de vous gifler. Et on leur avait dit, attention, pas avant 6 ans. Ensuite, attention, faites pas ça parce que c'est un organe immunitaire et si vous touchez, on va baisser l'immunité. Alors, mais oui, on va vous mettre 3 mois sous traitement anti-allergique et venez. Alors, la relation allergie-volume amygdalien, montrez-moi un seul papier qui peut mesurer effectivement l'étiologie. Et bien sûr, on pourra dire aussi, certains ORL malheureusement disent que si on fait l'amygdalectomie, on agit sur l'OSM, il n'y a absolument aucun rapport là-dessus. Alors, vous avez les références sont là, vous voyez, amygdalectomie de l'enfant sont des référentiels qui sont au niveau de la NAM en France. Hein. Hypertrophie amygdalienne, première indication de l'amygdalectomie, indiscutablement, trouble respiratoire du sommeil. Et même quand il n'y a pas de trouble du sommeil, soi-disant, il y a des troubles de la déglutition. Moi, j'ai vu des enfants jusqu'à l'âge de 4 ans manger entièrement mixé. Et ça n'avait défrayé personne, hein, ni les parents, ni pas même des fois malheureusement des médecins du dispensaire, parce que justement ils n'arrivaient pas à avaler les gros morceaux. Voilà. Donc, et puis ensuite vient l'angine récidivante. Là, alors on peut en parler, amygdalectomie ou pas. Bien. Donc devant un ronflement et des troubles du sommeil de l'enfant, il faut absolument apprécier la taille des amygdales. Elle est indiscutable, quel que soit l'âge de l'enfant. On s'accorde à dire c'est au-delà de 3 ans, on veut bien, mais très honnêtement, il nous est arrivé d'enlever les amygdales avant 3 ans. C'est juste un problème lié à l'anesthésie et aux difficultés que peut avoir le médecin anesthésique pour ça. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Voilà. Et quand vous voyez des enfants comme ça, on ne peut pas se permettre de dire c'est juste la taille des amygdales. Ça c'est c'est pas du tout scientifique. On pourra en parler. Les troubles du... C'est dit Radit chaud. On a vu tout ça. Et après, on pourra discuter de c'est pas le moment. On est là pour parler du scientifique. Mais on peut parler, par rapport aux complications de l'amygdalectomie, combien ça rapporte au chirurgien. Apnée obstructive, sueur nocturne, agitation diurne, retard de croissance, énurésie. Et là, je ne peux pas m'empêcher de vous évoquer ce cas clinique de jumelles que j'ai dû opérer pour une hypertrophie amygdalienne. Quand les deux sont arrivés à Elisabeth Ben Imlel, j'en ai opéré une, l'autre avait une angine évolutive avec fièvre. Donc malheureusement, je n'ai pu l'opérer que 18 mois après, parce que la scolarité, parce que l'éloignement, parce que ses parents sont médecins aussi. Et regardez le retard statural déjà, après 18 mois. Je vous laisse mesurer ce que ça peut être quand vous retardez l'échéance de l'amygdalectomie chez l'enfant. Et c'est un geste absolument anodin, simple, il y a juste des douleurs qu'on peut gérer, il y a un régime, il y a une seule et grande complication, c'est l'hémorragie, on peut en parler. Voilà, deuxièmement, c'est les otites. Alors, les otites, je pense que l'examen du tympan est la clé du diagnostic. Tout le monde a appris à faire une otoscopie, c'est très simple, à côté de signes généraux, d'une fièvre, de signes digestifs, vous le savez, d'irritabilité, d'un sommeil perturbé, avec des signes locaux, tels qu'une perte des repères, un bombement au niveau du croissant postérieur du tympan, une collection, une congestion. Je pense que le diagnostic, franchement, n'est pas du tout compliqué. Il suffit d'avoir un tympan qui est bien exposé et d'avoir une luminosité suffisante et bien sûr un examinateur expérimenté, parce que ce n'est pas tout de voir, mais il faut reconnaître ce que l'on voit et ça demande un petit recul. Alors, l'otite est un diagnostic aisé, mais ce n'est pas toujours simple. Parce que voilà que vous donnez une antibiothérapie, l'enfant récidive. Voilà que vous donnez un antibiotique, l'enfant continue à être fébrile. Voilà qu'à un moment donné, alors que vous pensiez que tout était contrôlé, il y a une perforation du tympan et un écoulement. Voilà qu'en fait, vous sentez que la fièvre est contrôlée, mais l'enfant ne dort toujours pas parce qu'il réveille 3-4 fois dans la nuit et les parents s'alarment et ne comprennent pas pourquoi, à cause des douleurs. Et enfin, comme le sommeil... Et souvent, c'est des symptômes qui arrivent et qui surviennent la nuit, vous le savez. Malheureusement, le sommeil est perturbé et les parents aussi sont énormément inquiets là-dessus. Alors, bien sûr, on peut se poser la question, de quoi parle-t-on? De quelle otite il s'agit? Regardez ici.
C'est une image très simple. Le diagnostic est aisé. C'est une otite moyenne aiguë flicténulaire sur grippe. Là, on sait très bien que c'est une grippe. Donc, c'est une otite moyenne aiguë de novo, hein, n'est-ce pas? On sait qu'il ne doit pas là-dessus avoir un passé d'otite parce qu'on voit les flictènes et c'est typiquement une otite grippale. Voilà, donc je voudrais quand même que vous ayez à l'esprit, et ça je pense que je le projette à chaque fois que je peux, Martine François qui avait fait un travail magnifique, qui est à Robert Debré, qui est praticien hospitalière, et regardez, elle avait mis ça sur une ligne de temps, à un moment donné, puis de J10 jusqu'à ici J120, hein, c'est-à-dire à 4 mois, et il y a dans l'examen clinique la présence de signes d'infection et des signes de rétention. Alors, j'explique. Les signes d'infection, c'est tout ce qui est rouge, congestif, luisant. Les signes de rétention, c'est tout le côté glauque, opaque du tympan, c'est-à-dire la présence d'épanchement, d'un épanchement rétrotympanique. Et vous voyez ici, regardez, invraisemblable, que normalement un J10 c'est plié. Qui revoit ses enfants à J10? Très peu de personnes. D'accord? Il faut savoir dire l'épisode d'otite est derrière. D'accord? Ou au contraire, attention, on n'est pas devant une otite moyenne aiguë simple, elle est peut-être prolongée, on peut aller jusqu'à 3 semaines. Et c'est pas fini, regardez. Et c'est pas fini. Et c'est toujours pas fini. Vous voyez? Donc en fait, quand on voit un enfant avec un tympan qui rouge, le moins expérimenté des pédiatres va dire c'est une otite. Mais le plus expérimenté, celui qui a réfléchi, va se dire mais où est-on? Dans quelle histoire d'otite on est? Et c'est là que vous allez certainement avoir la bonne réponse au traitement qui vous attend. Alors, regardez par exemple, devant une otite surinfectée, quand vous voyez quelqu'un à 4 heures du matin qui a une otite, l'antibiotique règle le problème, mais vous ne savez pas où vous vous situez. Est-ce que c'est une otite moyenne aiguë de novo ou est-ce que c'est une otite séromuqueuse surinfectée? Là, je traite et je mets des aérateurs, j'enlève les végétations. Là, je traite et j'essaie d'explorer tous les facteurs de récidive. Tabagisme passif, reflux, gastro-œsophagien, anémie, n'est-ce pas? Et vie en collectivité en crèche. Vous essayez de contrôler, bien sûr, hygiène nasale et traitement de l'allergie. Voilà, donc ce qui est très important, c'est de mettre l'historique sur une ligne de temps, à J1, J10, J21, au moins s'accorder 3 semaines pour revoir le tympan. Et se dire, l'histoire est derrière, on est dans une histoire qui continue. D'accord? Et cette histoire qui continue, soit le tympan se normalise, soit il tarde à se normaliser, soit il y a un épanchement rétrotympanique et on s'accorde 6 semaines. Et si on dépasse les 6 semaines, on est dans l'otite séromuqueuse. Rappelez-vous que dans l'otite séromuqueuse, on perd l'enfant parce que cet enfant, ce n'est pas un rhume et le rhume de l'oreille, ce n'est pas ça l'otite séromuqueuse. L'otite séromuqueuse, c'est le potentiel qu'a le liquide derrière le tympan de produire des protéases qui va attaquer les fibres de collagène, les fibres la couche fibreuse du tympan et qui va engager ensuite une poche de rétraction tympanique et un cholestéatome à l'âge adulte. Voilà ce que c'est qu'une otite séromuqueuse et quand elle est agressive chez l'enfant. Bien, la halitose maintenant. La halitose, 3 grandes causes, l'hygiène bucco-dentaire, les infections ORL et les corps étrangers ORL et surtout les corps étrangers dans le nez. L'hygiène bucco-dentaire, je pense que je ne saurais vous le dire, l'examen clinique doit être systématiquement fait et il faut absolument, et on sait des fois de quel niveau malheureusement socio-économique arrivent les parents, les enfants et qui n'ont pas cette notion d'hygiène buccale. Donc ça va des caries, ça va aux maladies parodontales, ça va aux caries du biberon, hein, méfiez-vous, où vous avez des fois des enfants qui ne prennent pas le biberon, mais qui sont toujours en train de sucer du pain. D'accord? D'accord, parce que l'amidon qui est dans le pain, ben, il se délite, c'est du sucre, et puis il va rentrer, ben, il va vous donner l'équivalent des caries du biberon. D'accord? Donc là, il faut faire des passages réguliers chez le pédodontiste. On a la chance aujourd'hui d'avoir des dentistes qui sont vraiment spécialisés dans la prise en charge des affections. Ensuite, dans la cavité buccale, ben, on a ça, on a ce drame. Le drame, c'est toutes les amygdalites caséeuses chroniques, où vous avez des cryptes amygdaliens, regardez, et dans ces cryptes amygdaliens, ben, vous allez avoir des
résidus alimentaires qui vont venir. Alors, dans certains articles, on parlera de calcul amygdalien. En fait, ce ne sont pas des calculs, c'est du caséum, qui n'a rien à voir avec le caséum que vous connaissez dans la tuberculose. Et même les adultes, on voit ça chez les adolescents et les adolescentes, regardez, ils sont tellement gênés qu'ils vont eux-mêmes aller nettoyer de temps en temps. Et on vous le dit, etc. Le diagnostic est porté, le diagnostic est fait. C'est une amygdalite caséeuse chronique et c'est extrêmement gênant parce que ça dégage une haleine assez pestilentielle. Bien sûr, ça, il faut savoir comment ça se passe. Au début, vous avez une toute petite crevasse qui ne retient pas. Ensuite, quand vous vous alimentez, l'aliment va arriver, va pousser l'aliment qui est en dessous jusqu'à ce que, à terme, vous ayez un tunnel qui est formé au sein de l'amygdale. Et cette odeur est permanente et malheureusement, ce sont des enfants ou des adolescents qui ne voient pas. Des fois, vous leur demandez s'ils évacuent ce caséum, et bien ils vous disent absolument pas. Pourquoi? Parce que le caséum est niché au fond des vallées et que vous ne voyez pas. Et regardez, et nous non plus, nous ne les voyons pas. Mais quand nous proposons une amygdalectomie, eh ben, cette amygdalectomie va nous montrer, vous voyez, tout le caséum qui est embourbé dans les kystes et que l'on trouve lorsque nous pinçons l'amygdale pour la médialiser, pour réaliser la chirurgie sous anesthésie générale. Bien sûr, c'est le seul moyen d'enrayer cela, c'est une chirurgie qu'on appellera une chirurgie de confort. Bien évidemment, les patients l'acceptent ou la refusent, c'est à eux de prendre la décision. Les cavités nasales, je crois que ça vous le savez bien, toute rhinorrhée purulente unilatérale qui est même ancienne évoque un corps étranger nasal. Attention au corps étranger nasal, vraiment, vraiment, c'est one shot, c'est-à-dire vous ne faites pas saigner, vous avez le cornet inférieur, le corps étranger ne peut pas monter. Il est bloqué dans le vestibule narinaire, sauf si c'est du papier. Mais généralement, si c'est un pépin, si c'est une perle, si c'est une pile, donc, soit vous êtes outillé, et c'est très simple, je vous ai montré à côté, avec la coercition, comment vous mettez et on le voit bien aussi sur cette image-là, comment vous passez le crochet derrière le corps étranger et vous le happez. Bien sûr, l'enfant doit être bien tenu, soit si vous avez la moindre difficulté, bien sûr, vous envoyez ça à votre ORL correspondant. Et ce qui est très bien, c'est qu'on le fait sous anesthésie, l'enfant ne saigne pas. Parce que dès que vous manipulez, la muqueuse gonfle, le corps étranger est pris en striction et vous risquez d'avoir des soucis. Voilà. Dans la cavité bucco-nasale aussi, n'oubliez pas qu'il y a aussi les végétations. Des fois, vous avez des enfants qui ont... C'est clair, l'éternuement qui est nauséabond, c'est très souvent une adénoïdite, ce qu'on appelle communément la rhinopharyngite. Mais en fait, c'est l'équivalent de l'amygdalite sur les végétations adénoïdes. C'est l'adénoïde locale, sans fièvre, et ça peut être même une sinusite ou un processus tumoral. Allez voir et faire l'étiologie. Enfin, l'aphthose, et là je remercie mon ami Hassan de m'avoir plongé là-dedans. Je ne savais pas que j'allais trouver des dédales de complications et de difficultés, parce que l'aphthose peut relever de maladies systémiques, tu le sais bien, et de maladies bien plus graves. Et nous, de toute façon, devant les aftes récidivants qui sont chroniques, et même les aftes géants qui peuvent engendrer une perte de poids, je pense qu'il faut se mettre en équipe multidisciplinaire. Là, vous avez une aphthose vestibulaire multiple, l'aphte commun ici qui est vulgaire, ce qu'on appelle l'aphte commun vulgaire. C'est une lésion bénigne, c'est une ulcération à fond sagneux, légèrement indurée, qui va en général tourner vers 8 à 10 jours en guérison. C'est quand même 30% des enfants d'âge scolaire. Il faut regarder le régime alimentaire, il faut éliminer les fruits secs, ça vous le savez. Et il faut faire attention à l'alimentation, pas beaucoup d'acidité. Il faut bien sûr écarter tout ce qui n'est pas aphthose, mais je crois que dès que vous avez la moindre difficulté, les dermatologues sont là. Il y a aussi des pédiatres qui sont spécialisés ou des odontologistes qui sont spécialisés dans les lésions de la muqueuse buccale. Éliminer un herpès, une herpangine, un syndrome pieds-bouche, vous le savez, des épidermolyses, ou l'érythème polymorphe, les déficiences immunitaires, les ulcérations traumatiques. Bref,
commencer par une bonne anamnèse. Et ce qui nous inquiète ici, c'est pas tant le petit aphte qui vient de temps en temps, mais c'est surtout l'aphthose récurrente, régulière, qui revient et qui peut être en rapport avec des ennuis digestifs bien plus graves, tels que la maladie cœliaque, la RCH, le syndrome méditerranéen ou autre. Voilà, l'approche doit être multidisciplinaire, elle appelle le pédiatre, le dermatologue, le médecin interniste, et là j'ai mis pour vous, et vous pouvez retrouver un algorithme, un arbre décisionnel très très intéressant qui a été publié par un pédiatre de Saint-Étienne, et qui montre bien qu'il y a l'aphthose idiopathique simple, celle-ci qui est très commune et vulgaire, et les autres aphtoses qui peuvent découler vraiment vers des bilans bien spécifiques et des maladies très particulières. L'essentiel ici, c'est de ne pas passer à côté d'une lésion systémique, c'est de proposer une démarche rationnelle et surtout de traiter de façon étiologique au mieux, sinon symptomatique. Il y a plusieurs traitements, on pourra en parler si vous voulez. Merci pour votre attention et pour votre invitation.